Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'attaquer un petit peu le travail au niveau de la lumière. À force de parler de la lumière, ce serait maintenant intéressant de voir comment on peut la construire. On va parler aussi bien de la lumière artificielle que de la lumière naturelle. Et avant d'attaquer la pratique, je voulais voir un petit peu quelques principes de base, car c'est très important de comprendre un petit peu ces notions-là avant de s'attaquer à quelque chose de plus concret. À savoir que la lumière peut être dure ou douce. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une lumière dure ou une lumière douce? La lumière dure, c'est quand les ombres sont très prononcées, très visibles, et qu'il y a une séparation franche entre la lumière et l'ombrage. La lumière douce, c'est quand il y a peut-être éventuellement des ombres, mais ces ombres sont très dégradées. Le passage de la lumière à l'ombre est très dégradé, et donc on n'a pas une transition franche. Donc ici, pour commencer, vous avez vu, on a une image avec vraiment très peu d'ombre, et c'est parce que quand on regarde comment ça a été fabriqué, on a une très forte lumière qui arrive d'un côté. La position du sujet se retrouve face à cette lumière-là, un peu comme si quand le sujet est face à une fenêtre. Donc c'est ici de la lumière continue. On verra aussi quelques exemples avec les flashs. L'appareil photo se trouve dans la direction, dans l'axe. Et donc là, on peut voir que quand on prend la photo, on se retrouve avec quelque chose qui est dépourvu d'ombre. Il n'y a pas de transition du tout. Et donc là, on a une lumière qui est très douce, vraiment avec aucun ombrage. À comparaison, si on utilise ce setup-là, avec donc toujours l'appareil photo et le sujet placé au même endroit, mais cette fois-ci une source lumineuse qui est très petite, eh ben on se retrouve avec des ombres qui sont très marquées. Et donc on peut voir ici même le schéma loupe, avec l'ombrage sous le nez, qui commence à faire une boucle. Et on voit que la transition entre l'ombre et la lumière est très dure. En comparaison, on peut voir que sur ce schéma-là, on a certes aussi des ombres très fortes, mais elles sont essentiellement par rapport au fond, parce que la forte luminosité fait que on se retrouve avec le sujet qui est très proche du fond, donc l'ombre est très marquée, très prononcée. Donc ça reste une lumière très dure, mais par contre, comme on est vraiment de face cette fois-ci, on n'a pas d'ombre sur le visage. Mais on est quand même dans une lumière dure, mais sans ombre marquée sur le visage. Et pourquoi ici on a de l'ombre? Tout simplement parce que la lumière est en hauteur, et 45 degrés par rapport à notre sujet, et c'est ça qui va sculpter, former les ombres sur le visage. Voilà, donc ce qui est important de retenir ici, c'est que la douceur de la lumière dépend de la taille de la source lumineuse par rapport au sujet. Et donc la douceur de la lumière dépend de la taille de cette source lumineuse. Plus la source lumineuse est importante, plus la lumière sera douce, et plus la source lumineuse sera petite par rapport à la taille du sujet, et la lumière sera dure. Notamment quand on réfléchit au niveau du soleil, on a toujours l'impression que c'est une lumière qui n'est pas forcément dure, parce que le soleil est très grand, mais en fait il faut voir que en taille relative par rapport à nous, on le voit petit dans le ciel, et donc c'est une lumière dure. On ne parle pas encore là de la diffusion de la lumière, on va aborder ce sujet-là tout de suite. Donc il faut bien séparer la douceur, la dureté de la lumière de sa diffusion ou de la spécularité. Donc qu'est-ce qu'on appelle une lumière spéculaire ou diffuse? Donc la lumière spéculaire, c'est le fait d'avoir à certains endroits à concentrer la lumière, et au niveau de cette lumière-là, on va voir par exemple sur cet exemple-là, j'ai choisi volontairement de mettre donc ici un coup de flash qui va être vraiment sur le côté latéral et même un petit peu en arrière, qui fait que quand on regarde au niveau de la photo, on voit que il y a que certains endroits qui sont très éclairés et le reste est sombre, et cette lumière-là est dite spéculaire parce que vraiment elle est concentrée à certains endroits et très forte par rapport au reste de l'éclairage. Une lumière diffuse, par contre, ça va être d'avoir une lumière qui va se diffuser sur l'ensemble de la scène. Et donc comment on a obtenu cet éclairage? En mettant tout simplement la lumière du flash qui part sur un parapluie
et qui va être diffusé donc dans une zone beaucoup plus large. Donc par rapport à tout à l'heure où la taille de notre éclairage c'était juste la taille du flash, ici c'est toujours le même flash, mais la lumière est diffusée par le parapluie et renvoyée sur le sujet, et donc la taille de l'éclairage c'est tout ça, c'est l'ensemble du parapluie, alors que tout à l'heure c'était que la tête, la petite tête du flash Cobra. Donc on peut voir très vite la différence entre cette lumière là et celle-là. Donc ici la lumière très spéculaire présente sur le côté est très forte par rapport au reste de l'éclairage, alors qu'ici la lumière est diffusée sur l'ensemble de la scène. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même de l'ombre, car ça peut être intéressant de conserver de l'ombrage au niveau pour sculpter le visage et pour donner plus de profondeur à l'image. Et ici on aura plutôt un éclairage, quand on verra les schémas d'éclairage ou les différents points d'éclairage, quand on peut faire un éclairage 1, 2, 3, 4, 5 points, on aura un intérêt à faire cet éclairage spéculaire pour faire le contour du corps. C'est ce qu'on appelle un éclairage de contourage, et ça peut être intéressant à faire en point supplémentaire d'éclairage principal, ou d'éclairage d'arrière, ou d'éclairage de remplissage. Mais on reverra toutes ces notions-là, vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est surtout de faire cette différence entre lumière douce, lumière dure et lumière spéculaire ou diffuse. Donc retenez bien que la lumière spéculaire, elle est concentrée sur un endroit bien précis, alors que la lumière diffuse, elle va être vraiment de partout, elle va englober notre sujet. Alors comment on obtient cette lumière diffuse? On l'a vu donc par exemple avec l'ajout d'un parapluie qui va nous faire quelque chose de plus diffusé que la simple tête de flash directement dirigée vers le sujet. On va voir également donc par rapport à cette diffusion que on peut rajouter des couches de diffusion que peut nous permettre de faire le parapluie. C'est déjà intéressant, et c'est vrai que le parapluie c'est ce qu'on appelle un modeleur. C'est un modeleur déjà à faible coût. Ça peut être intéressant d'en posséder au moins un. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle des softbox. On va voir ici la différence de traitement entre les deux. On voit ici que la lumière est encore plus diffuse, malgré le fait qu'il y a quand même un éclairage assez fort. Et cette différence, on va la voir sur un gros plan. Ça peut être intéressant. Donc ici avec le simple parapluie, et là on a rajouté donc la softbox qui fait vraiment une couche de diffusion supplémentaire. Et donc on voit que les ombres sont encore atténuées, mais on conserve quand même un petit peu d'ombre pour pouvoir sculpter le visage. Et donc cette différence, c'est le fait d'avoir rajouté une couche pour plus d'homogénéité dans la diffusion de la lumière, et ça évite ce qu'on appelle les points chauds. Donc cette lumière un peu spéculaire qui peut être utile à certains moments pour sculpter, mais qui peut aussi être un défaut si c'est pas volontaire. Et donc on va faire disparaître ces points chauds en rajoutant des couches de diffusion. Autre notion qui peut être intéressante à voir, c'est la couleur. En effet, au niveau de l'image, la seule différence entre cette photo-là et celle-là, c'est que vous voyez, on a exactement le même setup, sauf que si je regarde précisément par rapport à ma softbox, on voit que cette fois-ci j'ai une gélatine qui a été rajoutée de couleur orange, et cette gélatine de couleur orange va faire que le ton général de ma photo va être de couleur orange. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que pour la couleur de la lumière, c'est assez simple, la lumière prend la couleur de ce qu'elle traverse ou de ce qu'elle frappe. Donc ici, pour notre cas présent, c'est ce qu'elle traverse, puisqu'on a rajouté une gélatine par-dessus notre softbox, et donc ça nous a fait cet éclairage très orange, et donc ça va donner des tons plus ou moins chauds en fonction qu'on mette du orange, du bleu, et comme ça changer la nature de la couleur. Si par exemple ici, au lieu de mettre en orange, je vais prendre une gélatine couleur bleue, je vais nettement refroidir mon image et donner un ton qui est complètement différent. Par rapport à la couleur toujours, on a ici un troisième setup, c'est de faire diffuser
une couleur qui est existante. Par exemple ici la couleur du plafond, j'ai mis du rouge, et donc j'ai placé volontairement un flash Cobra supplémentaire qui va éclairer ce plafond et qui va faire renvoyer donc sur notre scène un petit peu de cette couleur rouge qui va la diffuser sur la scène. Et donc ça va comme ça, pas forcément changer au niveau du visage du corps de notre modèle, mais on voit que le fond est impacté par cette couleur rouge là, que l'ombre derrière notre modèle est aussi rouge. Si on prend la vue un peu plus large, on voit que même le contour des bras ici a cette frange rouge, et donc on va pouvoir comme ça sculpter au niveau de la lumière. Donc on peut se permettre même des schémas compliqués où on aurait par exemple ici une couleur et ici une autre couleur, si on s'amusait à faire de la diffusion à travers des gélatines, ou même si on avait d'un côté un mur bleu, d'un côté un mur rouge, etc. et de pouvoir faire envoyer de la lumière sur ces murs pour que par réflexion ça touche notre modèle ou notre fond. Voilà, donc c'est assez simple, mais bon, il faut surtout retenir que la lumière prend la couleur de ce qu'elle traverse ou de ce qu'elle frappe. Ensuite, on a une formule mathématique qu'on doit connaître par rapport au traitement de la lumière, qui est la loi de carré inverse. C'est pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre cette formule-là. C'est juste une formule qui décrit que l'intensité que produit une source de lumière décroît à une distance donnée. Chaque fois que vous multipliez par 2 la distance entre la source de lumière et le sujet, l'intensité lumineuse est divisée par 4. Donc on va le voir sur un exemple. Donc ici, nous avons la lumière qui est à 1,83 m et qui produit cet éclairage-là. Si par contre, je me place au double, à 3,60 m, eh bien, on se retrouve avec un éclairage qui est nettement déjà plus faible. Et si je m'éloigne encore, à plus de 5 mètres, ben là on va se retrouver encore un éclairage beaucoup plus faible. Donc si je prends mes 3 photos issues de ce différentiel, on voit ici donc à 1,80 m, à 3,60 m et à plus de 5 mètres. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que ça décroît très rapidement entre 1,83 m et 3,60 m. Donc c'est ce qu'on disait, hein. Donc c'est que chaque fois qu'on multiplie par 2 la distance entre la source lumineuse et l'intensité divisée par 4, et donc c'est à l'inverse du carré, et donc la lumière décroît très vite au tout début, quand on s'éloigne dans les premiers mètres, et après il y a un différentiel qui commence à être beaucoup plus faible, puisque la quantité de lumière est déjà très faible quand on arrive à 5-6 mètres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est illusoire de croire que le flash peut éclairer quelque chose qui est plus éloigné de 10-15 mètres. Et donc quand on voit des personnes qui prennent un coup de flash, qui mettent un coup de flash pour des sujets très lointains, ou en photo de paysage pour des sujets très lointains, c'est vraiment complètement inutile, ça sert strictement à rien, le flash ne va rien éclairer, y compris par exemple dans les salles de concert, si vous avez l'artiste qui est très éloigné de vous, si vous pensez qu'un coup de flash va vous permettre de récupérer un peu de lumière dessus, ne vous étonnez pas, ça ne sert strictement à rien. Vous allez éclairer les personnes qui sont quelques rangs devant vous dans la salle, mais pas l'artiste sur scène. Voilà, donc ça c'est ce qui est le plus important à voir au point de vue de la lumière, mais il me semblait que c'était intéressant de voir ça avant d'attaquer des schémas de lumière en pratique, et de voir ce qu'on peut s'amuser à faire avec quelques situations. J'avais fait il y a quelques mois de ça, voire quelques années, je me souviens plus exactement quand c'était. Je vous mettrai la vidéo en description, et une vidéo sur les schémas de lumière, les schémas loop, Rembrandt, split, etc. Vous pouvez la retrouver, elle peut être assez intéressante à mon avis, déjà complémentaire de celle-ci, mais là je recommence toute une série, donc vous allez voir qu'on va voir ça de petit à petit tranquillement ensemble. Dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est la photo de groupe et le contrôle du fond. Donc pourquoi photo de groupe et contrôle du fond? Parce que en fait quand on se retrouve avec plusieurs personnes, aussi bien il y a le souci par rapport à la mise au point, savoir quand faire la mise au point, à quel endroit et avec quelle ouverture pour pouvoir gérer la présence de différentes personnes. Ça on y reviendra dans
des séries par rapport à la composition, tout ça. Mais ici, ce qui peut être intéressant au niveau du traitement de lumière, c'est se dire aussi qu'effectivement, la lumière, comme elle va décroître très vite, si les personnes ne sont pas sur le même plan focal, ne se retrouvent pas au même endroit, par rapport à la même distance par rapport à l'appareil, la lumière va pas être du tout la même. Donc si je prends une première photo comme ça de deux personnes, on va se retrouver donc avec une lumière qui est assez proche dans les deux cas. Par contre, si je rapproche un des modèles, je vais me retrouver donc avec le modèle qui est au plus proche de moi, avec un éclairage qui est assez fort dessus et qui est nettement différent du modèle de derrière. J'ai rien changé en termes d'intensité entre les deux photos, c'est juste rapprocher la première modèle, et donc je me retrouve avec une différence d'éclairage qui est très nette, qui est très visible, et qu'il faut prendre en compte justement si vous prenez des photos de groupe. On va voir ça en gros plan. On pourrait voir donc ici on a pas grand chose qui change en termes d'éclairage, si ce n'est que le premier modèle, comme il se retrouve beaucoup plus proche, il est beaucoup plus éclairé, et donc il y a une différence très nette maintenant d'éclairage entre les deux modèles, et c'est à prendre en compte si jamais vous avez plusieurs personnes à prendre en même temps. Soit vous les laissez sur le même plan focal comme ici, soit si vous voulez rapprocher tous les deux, éloignez-les du fond pour que vous puissiez faire une lumière qui est à peu près la même sur un niveau de la distance, et que le fond lui sera beaucoup plus foncé. C'est ce qu'on voit dans le dernier point d'ailleurs, c'est que le fond il va être très changeant en termes de lumière, d'intensité de lumière, si mon sujet est plus ou moins rapproché. Donc vous voyez, si on va voir déjà par l'illustration, vous voyez ces deux photos, vous voyez qu'ici le fond est assez clair. En fait c'est parce que notre sujet tout simplement est proche du fond, alors qu'ici le fond est beaucoup plus sombre. Et on va voir que j'ai pas changé grand chose entre les deux, et on va voir ce qui change dans le setup. Ici nous avons notre sujet qui est proche du fond avec un éclairage, et en faisant juste rapprocher notre sujet de l'appareil photo, en gardant la même intensité pour pouvoir avoir la même exposition, c'est-à-dire que on change ici les réglages sur le flash. Donc ici le flash est à 1/8, et ici le flash est donc à 1/16. On a changé l'intensité du flash parce que comme le sujet s'est rapproché de la source lumineuse pour obtenir une exposition à peu près similaire, il a fallu baisser l'intensité du flash. Et comme notre sujet est beaucoup plus proche de nous et s'est éloigné du fond, le fond maintenant est beaucoup moins lumineux. Parce que, rappelez-vous, par rapport à la loi du carré inverse, on se retrouve avec une lumière qui va décroître très rapidement. Donc ici, une intensité, on va dire à 100%. Et bien donc, si je double la distance, on va se retrouver ici avec déjà plus que 3/4 de lumière en moins. Et encore ici, on va faire par 4. Donc on se retrouve vraiment avec une division de lumière très rapide. Donc le fond n'est plus assez éclairé par rapport à tout à l'heure. Donc si vous voulez par exemple obtenir comme ça une exposition correcte sur votre sujet, mais que vous voulez assombrir le fond, c'est pas compliqué. Vous éloignez votre sujet du fond, et comme ça vous pouvez baisser un niveau d'intensité par rapport au flash, mais vous retrouvez avec la bonne exposition et le fond qui va être beaucoup plus sombre. Vous pouvez ainsi contrôler l'intensité de l'éclairage du fond. Donc si on récapitule tout ça, plus le sujet est proche de la lumière, plus la lumière tombe rapidement derrière, et plus le sujet est loin, plus la lumière tombe graduellement derrière. Alors, ça peut être utile donc en photo de groupe quand la lumière est sur le côté pour contrôler également la différence de luminosité entre le sujet et le fond. Donc vous voyez ici c'est assez simple comme notion, mais ça nous permet d'aborder un petit peu tout ce qu'on va pouvoir voir par la suite au niveau du traitement. C'est important de connaître ces différentes informations-là au niveau de la nature de la lumière, car on va pas forcément revenir dessus dans les prochaines vidéos, et vous voyez que ça a une implication très forte en termes de résultats et au niveau de l'éclairage qu'on peut obtenir. Donc ayez bien ces notions en tête pour pouvoir poursuivre la série qu'on va débuter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à bientôt sur d'autres vidéos de juste mise au point.